Éric Pirard est un professeur à l'Université de Liège et un expert de l'économie circulaire des matériaux et des métaux. Il coordonne le programme European Master in Resource Engineering qui forme des ingénieurs à l'évaluation et à la valorisation des ressources minérales. Il s'agit d'un programme international offrant un triple diplôme en collaboration avec des universités en France, en Suède et en Allemagne. À la tête d'une équipe de recherche de plus de 20 ingénieurs, il développe des technologies innovantes pour l'extraction et le tri des matériaux à partir de matières premières complexes. Le professeur Pirard est également le représentant wallon du Partenariat européen d'innovation pour les matières premières. Professeur invité dans plusieurs universités et cofondateur de 3 startups dans ce secteur. Bonjour Eric. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à venir nous parler aujourd'hui dans le cadre des talks de Polytech ULB. Donc le but de ces podcasts, c'est de diffuser les connaissances qui sont liées aux enjeux environnementaux, socio-environnementaux. Alors, tu es spécialiste des ressources minérales et de leur gestion et tu t'intéresses aussi aux enjeux stratégiques qui sont liés aux matières premières de la transition énergétique. Et donc, c'est avec ça que j'aimerais bien commencer à parler avec toi. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les ressources minérales aujourd'hui incontournables pour soutenir justement cette transition énergétique et dans quel type d'application est-ce qu'on les retrouve ? Alors, j'ai envie de te répondre toutes. Il n'y en a pas une qui n'est pas indispensable, surtout que tu parles de transition énergétique, mais on parle aussi de transition numérique, il y a aussi le domaine du numérique, et il y a aussi la défense. Bon, on ne va pas aborder cet aspect-là, mais quand on parle de stratégie, il y a tous ces enjeux-là qui se profilent. Donc c'est clair que l'homme n'a jamais autant extrait de ressources minérales au sens large qu'aujourd'hui. Hein. C'est 100 milliards de tonnes, ça paraît colossal, enfin je crois même que c'est presque impossible de se rendre compte de ce que c'est 100 milliards de tonnes. On peut se dire que la nature érode, l'érosion des montagnes, etc., c'est de l'ordre de 15 milliards de tonnes, donc on voit que l'homme a un impact significatif sur l'extraction de ressources. C'est beaucoup et finalement c'est pas tellement non plus parce que dans ces 100 milliards de tonnes, c'est beaucoup bien sûr des ressources pour faire du béton, des agrégats, c'est des matériaux de construction. Il n'y a qu'une quinzaine de pourcents de ces ressources qui sont des métaux et dans la transition énergétique, on pense évidemment souvent aux métaux parce que c'est eux qui sont essentiels pour les énergies renouvelables mais aussi pour conduire cette fameuse électricité qui est le vecteur que l'on préfère ou que l'on semble préférer pour l'instant. Donc si je devais citer un métal, je dirais le cuivre. Ça peut peut-être surprendre, mais c'est vraiment le métal sur lequel on mise le plus. Il y en a bien sûr d'autres avec des petits noms comme indium, gallium, lithium auxquels on pense, mais vraiment en quantité et en importance stratégique, le cuivre est au cœur de tout, puisque le cuivre, c'est lui qui conduit les électrons, mais c'est aussi lui qui est présent dans nos génératrices d'électricité ou dans nos moteurs électriques, donc il va être partout. Et même dans une batterie lithium-ion, on n'y pense pas, c'est quand même des anodes et des cathodes avec de l'aluminium, du cuivre, et puis bien sûr... Alors si on prend les batteries qui sont vraiment l'archétype peut-être du défi de la transition, mais on trouve dedans du graphite, du nickel, du manganèse, du cobalt, encore beaucoup de choses, et puis le fameux lithium, mais il n'y en a que quelques pourcents. Voilà. Pourtant, c'est lui dont on entend le plus parler, oui, mais évidemment. parce que c'est lui qui a mis son nom sur la batterie, mais il y a beaucoup d'autres métaux dans cette fameuse batterie. Alors, parmi ces matières premières, il y en a certains qu'on dit qu'ils sont critiques, des matières premières critiques. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire ce qu'on entend par matières premières critiques et où est-ce qu'elles sont le plus critiques ? Eh bien, je t'avoue que critique, je ne savais pas ce que ça voulait dire jusqu'il n'y a pas très longtemps, puisque c'est un terme qui est apparu il y a une bonne dizaine d'années, suite à une série d'analyses faites par les Américains, les Japonais, puis les Européens, qui ont cru bon un petit peu d'analyser le contexte géopolitique et du coup de définir des matières premières critiques. Ce que je veux dire, c'est que comme géologue, moi, il n'y a pas de matières premières critiques. Il y a des matières premières plus abondantes ou moins abondantes. Il y a plus de fer que d'or, hein, c'est évident. Mais la notion de criticité, c'est une notion vraiment de géopolitique. Donc, ce n'est pas une question de quantité, ce n'est pas abondant. Ce n'est pas directement une question de rareté ni de prix nécessairement ni non de plus. Prix, non, c'est une question d'importance dans les technologies d'aujourd'hui. Donc on parle de la transition énergétique ou de la défense ou du numérique. Donc si cet élément est vraiment essentiel et ne peut pas être substitué dans une application, il sera très important en termes d'importance économique, mais au sens importance pour nos technologies, pour notre société. Et puis l'autre axe, c'est le risque d'approvisionnement. Donc quand un pays... pour différentes raisons, soit détient un gisement exceptionnel, soit contrôle la filière d'approvisionnement, là on se dit on est dépendant géopolitiquement de cet autre pays. Et donc la dimension géologique n'est presque pas présente. Et petit clin d'œil, c'est quand même extraordinaire, le métal qui est donc la plus grosse activité minière en capitalisation dans le monde aujourd'hui, ce sont les mines d'or. Donc le métal qu'on extrait le plus, pas en tonnage, mais en termes de valeur, c'est l'or. Et le métal le moins critique de tous, c'est l'or. Un métal qui ne sert à rien, à part, presque à rien, que l'on met dans les banques. Donc il y a
il y a quelque part une déconnexion là entre l'activité minière actuelle et puis ces questions d'importance pour nos technologies. Donc des métaux qui sont vraiment critiques, c'est les fameuses terres rares, puisqu'on sait que là, la Chine contrôle une bonne partie de l'approvisionnement. J'en cite rapidement un autre, le niobium, parce qu'il y a un gisement monstrueux au Brésil et que personne n'a l'équivalent de ce gisement-là. Donc on dépend du Brésil parce qu'on ne peut pas rivaliser avec ce gisement brésilien. Ça, c'est en termes de risque d'approvisionnement. En termes d'importance technologique, c'est tous les métaux qui participent aux alliages de l'acier. Donc on va retrouver du tungstène, on va retrouver du magnésium, on va retrouver du cobalt, on va retrouver du nickel surtout, le nickel dans les aciers inoxydables. Donc tout n'est pas lié à cette toute dernière technologie. Tu parles encore de l'acier, c'est quand même la matière de base qui reste, c'est de ce côté-là qu'il faut aussi s'inquiéter. Ah oui, absolument. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, l'Europe a ajouté le terme de métaux stratégiques à côté de métaux critiques, parce qu'à force de trop parler de criticité et d'éléments avec des noms bizarres, je parlais d'indium, germanium et de gallium, à force de focaliser sur ceux-là, on en oublierait que notre économie, elle est avant tout basée sur le fer, donc l'acier, les aciers inoxydables, donc le nickel qui s'allie au fer, et puis l'aluminium, le cuivre, le chrome, etc. Et alors tu parlais des mines, tu parlais au Brésil, tu parlais en Chine, mais ça c'est une question d'extraction, mais il y a aussi tout le problème du raffinage, puisque la Chine a quand même le monopole pour beaucoup de raffinage, alors que ce n'est pas elle qui a nécessairement les mines sur son territoire, donc ça rend aussi plus compliqué. Oui, donc la Chine n'a rien de particulier en termes de géologie, donc la géologie de l'Europe est tout aussi riche, tout aussi diversifiée que celle de la Chine. Celle de l'Afrique et celle de l'Amérique du Sud aussi, à peu de choses près, on a tous reçu une part du gâteau, si je puis dire. Bon, il y a des monstruosités géologiques comme l'Afrique du Sud, mais grosso modo, il y a un peu de tout partout. Mais ce qui effectivement fait la position dominante de la Chine aujourd'hui, c'est le fait que la Chine a progressivement pris le contrôle de toutes les filières amont. Donc elle collecte effectivement, elle est d'abord présente dans les opérations minières de plus en plus dans le monde, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud, et puis ces minerais viennent en Chine où ils sont raffinés, transformés, et ensuite servent à faire des sels et des semi-produits de plus en plus évolués. Donc la Chine a pris une position dominante parce que nous avons laissé la place à la Chine. C'est pas la Chine n'a pas été agressive dans sa démarche, elle a juste été très structurée, et elle a occupé un terrain en se disant si je maîtrise les filières amont, je serai en position de force. Mais il a peut-être fait également parce que nous, il y a beaucoup de choses qu'on ne voulait plus sur le territoire européen. On voulait exporter, on voulait mettre vers l'extérieur. Oui. Est-ce que donc retourner vers l'exploitation locale serait une solution pour contourner le problème stratégique? Et c'est quelque chose qu'on pourrait envisager? Parce que je t'entends parler de NIMBY et de NIMCO, aussi un terme que tu pourrais peut-être expliquer également. Le NIMBY, je crois que les gens connaissent. NIMBY, donc not in my backyard. Et ici, c'est NIMCO, not in my continent. Oui. Et bien sûr, bientôt, ce sera NIMPLA, not on my planet. Mais je ne sais pas, moi, on peut décider, est-ce que nous sommes aujourd'hui ennemis ou amis des Chinois? Je crois que c'est une grande décision c'est une chose qu'il faut clarifier. Si nous sommes demain en rivalité avec la Chine, alors il est plus que grand temps, pour ne pas dire trop tard, d'essayer d'acquérir un minimum d'autonomie et de retrouver donc une certaine capacité de fabrication de produits de base. Et je parle de fabriquer de l'acier, donc d'avoir des mines de fer, de pouvoir faire de l'acier, et puis ensuite de pouvoir faire éventuellement des voitures ou d'autres choses. Est-ce que nous voulons ça, ou est-ce qu'au contraire nous collaborons étroitement avec la Chine? Il y a quelque chose de frappant, la course, on revient sur la transition énergétique, la course aux batteries. Donc l'Europe a pris un train de retard, mais c'est tel qu'aujourd'hui, très récemment, les patrons d'Umicore et d'Eramet, donc les deux grands acteurs européens dans le monde des batteries, en tout cas des matières premières pour les batteries, ont dit on ne saurait pas rattraper le retard de la Chine, ça ne sert à rien de lancer des gigafactories de batteries en Europe maintenant, avec nos propres ressources ou quoi que ce soit, nous ne sommes pas prêts, nous n'avons même pas le savoir-faire pour fabriquer ces cells de batteries. Donc allions-nous à la Chine, laissons les Chinois venir construire des unités de batteries en Europe. On en est là, donc voilà. Et idem peut-être pour l'industrie automobile et d'autres secteurs. Oui. Donc l'image est beaucoup plus complexe. Oui, mais je dis, soit bon, si évidemment on entre dans une situation de conflit violent avec la Chine, la Russie c'est un peu moins important, ou les États-Unis, là évidemment on a une attitude très différente. Mais je pense qu'on doit rester dans un esprit de mondialisation et d'ouverture, mais ne pas être trop naïf. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les grands défis dans les matières premières minérales dans le cadre de la transition énergétique et rajouter peut-être la notion d'économie circulaire qui joue aussi évidemment un rôle ici dans ce contexte-là?
Alors, les défis, je vais peut-être étonner. Bon, évidemment, donc il va falloir de plus en plus de matières premières, il va falloir les chercher dans la croûte terrestre. Ce n'est vraiment pas un problème. Je sais qu'on est qualifié d'extractiviste, je sais que ça mobilise beaucoup d'énergie d'ONG qui s'opposent à tout projet d'extraction des ressources, mais je m'en étonne parfois parce que c'est juste aller dans une direction où personne ne va, aller dans le sous-sol, en extraire des ressources et les mettre au service de nos technologies. Donc je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus vertueux que l'impression que ça donne. Alors évidemment, ça reste un métier difficile. C'est de l'industrie lourde, il faut ouvrir des trous, il faut manipuler des volumes de roches avec des technologies d'explosifs, de choses comme ça. Donc c'est des choses auxquelles on est plus fort habitué dans nos régions, l'industrie lourde. Mais bon, je reste très confiant sur le fait que cette industrie lourde, on peut la faire tout à fait en respectant les exigences environnementales qui sont celles que nous avons aujourd'hui. Il y a beaucoup de très bons exemples. Malheureusement, il y a évidemment des canards boiteux dont on entend régulièrement parler, mais il y a vraiment moyen de faire une mine beaucoup plus responsable. Je ne vais certainement pas utiliser le mot de mine verte ou de mine durable parce que ça n'a aucun sens. Mais une mine responsable, je crois que c'est vraiment quelque chose de tout à fait réaliste. Et j'ose dire aussi que la plupart d'entre nous, on est formés à ça. Je suis ingénieur géologue, donc je pense que par mon côté géologue, j'ai une sensibilité pour la nature et pour l'environnement naturel qui est assez développée aussi. Donc je ne suis pas là pour tout saccager. Bon, ça c'est pour revenir sur le fait que donc il va nous falloir de la mine. Il y a ensuite, bien sûr, de l'innovation nécessaire dans la mine et dans le traitement des minerais. Ce sont des domaines qu'on a fort délaissés, en particulier dans nos pays. On a tout fermé en Europe, donc les compétences, le savoir-faire des ingénieurs, il est un peu délaissé. Moi, je prends un exemple qui me vient à l'esprit, qui n'est pas toujours très gentil pour mes collègues, mais bon, je les vois développer des robots qui jouent au football. Je dis, écoutez, plutôt que d'avoir des robots qui jouent au football, moi, je voudrais bien que vos robots m'aident à venir trier les minerais, parce que là, il y a des vrais défis. Il faut des capteurs et des senseurs, il faut être capable de trier ce qui est la gangue, ce qui n'a pas de valeur, de ce qui a de la valeur. Comme l'idée de sortir une pépite d'or de sa gangue, mais on fait ça évidemment pour tous les minerais. Donc j'aimerais bien que toutes ces nouvelles technologies viennent un petit peu investiguer ce qui est possible pour améliorer l'industrie dite lourde. Donc tout ça, je suis assez confiant sur ce qu'on peut faire. Et je voudrais souligner, parce que là on en vient à quelque chose qui est très nouveau évidemment dans la compréhension qu'on a aujourd'hui, quand j'ai été formé, c'est clair que je suis ingénieur géologue, je trouvais le gisement, puis je le passais à mon collègue ingénieur des mines qui l'exploitait, qui refilait la matière à l'ingénieur métallurgiste. On se refilait tous la matière et puis on n'en entendait plus parler. Alors aujourd'hui, c'est clair on doit tous avoir une vision systémique du cycle de vie. Je suis celui qui a extrait la matière, et bien je m'en inquiète jusqu'à la fin de vie du produit qui contient cette matière. Donc si c'est une voiture, je m'inquiète de la fin de vie de la vieille voiture, et je serai de nouveau celui qui essaiera d'aller chercher du fer, du cuivre ou du lithium dans la vieille voiture. Donc c'est le même métier, et le métier que nous faisons aujourd'hui, c'est aussi bien de regarder les ressources dans le sous-sol que les ressources dans les produits en fin de vie. Donc ça, c'est quelque chose qui doit absolument être présent dans pour tout ingénieur. La mine urbaine, c'est ça ? La mine urbaine, mais c'est surtout la vision du cycle de vie, de l'ensemble du cycle de vie de la matière, et de se préoccuper de son devenir. Parce que pour revenir à ta question, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ce que l'on fait de toute cette matière. Donc autrement dit, oui, il y a une industrie lourde et une industrie qui consomme beaucoup d'énergie, qui parvient à transformer un morceau de volcan du Chili dont personne ne veut en un lingot de cuivre à 99,95%, qui ensuite a toutes les propriétés qu'on veut pour faire de l'électricité et de l'électronique. Donc il y a un énorme effort qui est fait pour transformer une roche banale en un lingot de cuivre. Mais ce qui est dramatique, c'est ce qu'on fait avec ce cuivre. On fait des tas de petits produits électroniques. Je te parle de produits électroniques à usage unique. C'est ahurissant de faire des cigarettes électroniques jetables, ou j'entendais récemment des tests de grossesse jetables avec de l'électronique dedans. Enfin, on jette de l'électronique, ça c'est absolument intenable. Et donc là, il y a vraiment une vision qui doit se développer. On se dit, OK, c'est ce magnifique cuivre qu'on a amené en état de pureté extraordinaire, qui permet de faire plein de choses, essayons de le garder à ce niveau de pureté le plus longtemps possible. Donc si je fabrique un appareil électronique, OK, il doit être robuste, il devrait durer 50 ans. Je tape 50 ans pour être certain qu'on est bien au-delà des normes actuelles. Enfin, on doit tout faire pour faire durer les produits, pour qu'ils soient plus réparables et qu'ils soient réutilisables. Et puis effectivement qu'il y ait une fin de vie, et puis on verra ce qu'on peut faire dans la fin de vie. Mais surtout pas idéaliser la mine urbaine, parce qu'on peut en reparler, mais c'est un vrai défi d'aller rechercher les métaux dans nos poubelles. Donc, si je comprends bien, tu vois des changements dans la conception des produits. Surtout, ouais. Et aussi dans le comportement que les gens ont, puisque tu parles des cigarettes électroniques jetables, de tétines électriques jetables. Et qu'est-ce qu'on doit faire comme priorité pour enclencher ce changement dans la société ? Qu'est-ce qui va pouvoir mener à une modification de nos comportements ou s'assurer que tout le monde conçoit les produits comme il
Alors, je vais utiliser le premier terme que j'entends beaucoup, et notamment dans des débats avec des ONG et que je soutiens aussi, c'est le mot sobriété d'abord. Hein. C'est clair qu'on est tous bien d'accord, surtout dans nos pays riches et privilégiés. Il faut d'abord avoir un peu de respect pour tous ces produits que nous consommons et donc absolument freiner notre fringale et se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de telle technologie, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un nouveau smartphone, etc. Donc, sobriété, je le mets en avant. Mais en même temps, on peut tous reconnaître qu'il y a une grande part de l'humanité qui n'a pas encore accès à toutes ces technologies-là. Donc ce mot sobriété, il vaut pour nous, il ne vaut pas à l'échelle de l'ensemble de la planète. Ensuite, ce qu'on doit faire, je l'ai dit, c'est faire durer. Quand on parle de développement durable, tout est dans le mot durer. Il faut que nos produits durent beaucoup plus longtemps. Et quand je dis beaucoup plus longtemps, je mets un 0 derrière les durées de vie actuelles, vraiment pour forcer le trait. Mais c'est une révolution. J'ai construit ma maison, j'ai eu cette chance-là, j'ai pensé cette maison pour moi. Je n'ai pas pensé aux générations futures. Je leur dis, mais non, tu construisais pour quelque chose qui devrait, allez, prenons l'exemple, 500 ans, du coup, je dois essayer d'anticiper que le fait que cette maison va servir à d'autres familles, doit être plus modulaire, voilà. Ça, c'est dans l'architecture, ça se conçoit, mais c'est la même chose dans le domaine de la mobilité. Dans le domaine des télécommunications, mais évidemment, qui peut inventer le téléphone, enfin, quel genre de téléphone est-ce qu'on aura dans 50 ans, c'est difficile à anticiper, mais il faut vraiment quand même qu'on arrive à stabiliser un peu ça, faire durer nos produits, donc ils doivent être plus solides, plus réparables, et nous devons tout faire pour essayer de les choyer, de les garder le plus longtemps possible. Alors, qu'est-ce qui, dans ton parcours, t'a vraiment amené à cette réflexion maintenant par rapport à cette durabilité? C'est un fait particulier, parce que tu as quand même évolué d'un métier qui était beaucoup plus, ou une recherche qui était beaucoup plus pointue dans le domaine de la géologie, vers maintenant quelque chose qui est très, très tourné quand même vers la société, une ouverture vers la société, de partager ses connaissances pour avoir une meilleure compréhension des enjeux auxquels nous faisons face. Je pense que ces questions-là, elles sont dans la société. Donc le fait de participer un petit peu à des débats ou de ne jamais refuser une discussion, je crois que ça me nourrit. Je me nourris de ce que j'entends. Il y a ça. J'avais quand même une sensibilité parce que j'ai créé Ingénieurs sans frontières il y a déjà un certain temps. Et donc cette petite dimension-là d'ouverture à la coopération au développement, comme on disait à l'époque, je l'avais. Et j'avais eu ce choc-là. Jeune ingénieur, j'avais eu un peu le choc de la différence entre les pays du Sud et les pays du Nord. Et juste pour revenir à ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une convergence. C'est-à-dire dans les technologies qu'on doit inventer, à l'époque, je parle quand même d'il y a plus de 30 ans, on parlait de technologies appropriées, technologies appropriables. On disait que les technologies qu'on développait chez nous n'étaient pas nécessairement celles dont le Sud avait besoin, qu'il fallait faire peut-être des machines parfois plus simples, pas trop dépendantes de l'électricité pour qu'elles puissent fonctionner quand il y avait une panne électrique, plus facile à réparer. Eh bien, tout ce discours sur technologies appropriées ou appropriables, on est en train de le tenir ici chez nous, en se disant il faut revenir vers des technologies qui sont plus faciles à réparer. Ce que Philippe Biwix appelle la low-tech, c'est tout un monde. Alors, il faut s'entendre sur le mot low-tech. Lui-même va dire, ça ne veut pas dire revenir en arrière, régresser, mais intégrer tout ça. Donc, je pense que c'est en l'air du temps. Enfin, moi, je suis ouvert à ça, et je crois que si on est ouvert, ces questions-là sont tout le temps mises sur le tapis dans la société d'aujourd'hui. Et alors, pour parler d'un autre domaine auquel tu t'intéresses et que tu es un fervent défenseur, c'est du géomimétisme. Alors, on connaît le biomimétisme, où on veut s'inspirer de prendre modèle sur la nature, mais est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer ce que c'est que ce géomimétisme? J'avoue que j'ai pris, comme le mot biomimétisme est perçu de manière très positive, et que de manière générale, tout ce qui est bio est toujours perçu de manière parfois trop positive. Donc, je dis, s'il y a un label bio, moi je voudrais bien un label géo. Donc, et s'il y a du biomimétisme, je voudrais bien aussi du géomimétisme. Mais ça nous ramène à cette idée que oui, il faut regarder comment la nature fonctionne et s'en inspirer. Donc la nature, la Terre, c'est une grande machine à recycler les métaux. Si on regarde, premier cours de géologie, c'est le cycle géologique. Donc le cycle géologique, c'est les roches magmatiques qui sont érodées, puis qui sont sédimentées, puis qui reviennent sous forme de roches métamorphiques. Donc on apprend qu'il y a des cycles. Alors c'est des cycles qui durent des millions d'années, d'accord, mais ce sont des cycles. Et donc on se dit, mais nous aussi, on doit penser en cycle. Alors, on a quand même tous appris le cycle de l'eau à l'école encore. Aujourd'hui, on nous parle du matin au soir du cycle du carbone. Moi, je dis, il y a le cycle du cuivre, le cycle de l'indium, le cycle du lithium. Est-ce que nous pensons à ces cycles-là aussi? Est-ce que nous sommes capables de les intégrer? Et ils sont complexes parce que le cycle du lithium, on se dit, le lithium, il sert principalement dans les batteries. Si on collecte les batteries en fin de vie, qu'on essaie de recycler le lithium, ce qui est difficile, mais bon. Voilà. Par contre, si je prends le cycle du phosphore, je ne vais pas trop m'égarer dans le cycle du phosphore, c'est un élément compliqué, parce que c'est un élément qui passe en partie dans le cycle biologique et qui reste aussi dans le cycle minéral. Donc là, c'est un élément dont le cycle est très complexe. Mais au moins, essayons de penser comme la nature en termes de cycle, de devenir de la matière.
Mais les échelles de temps sont tellement différentes, Oui. tu l'as mentionné, donc je crois que quand on regarde le cycle de vie des plantes et qu'on veut s'inspirer de ce qui se passe dans le monde biologique, dans le monde géologique, est-ce qu'il y a moyen de transposer ça d'une manière dans la façon dont on réfléchit l'utilisation, le recyclage, l'exploitation des mines? Bah Ou oui, des minerais plutôt c'est un peu provoquant effectivement parce que je suis d'accord, le cycle du cuivre, si je regarde, voilà, je vais mettre quelques dizaines de millions d'années avant qu'un morceau de cuivre que je jetterai sur la plage, pour prendre cet exemple-là, me revienne sous forme d'un gisement de cuivre dans une intrusion volcanique. Donc ce sont des dizaines de millions d'années minimum. Ceci étant dit, quand l'homme intervient, il court-circuite ce cycle-là, et c'est vrai qu'il fait un cycle de 50 ans, peut-être de 500 ans, mais ça n'empêche pas qu'il doit se poser la question de savoir est-ce que je fais un peu comme la nature? Est-ce que je reconcentre le cuivre? Est-ce que je le disperse? Donc aujourd'hui, il y a vraiment des utilisations, il y a beaucoup d'exemples, hein, mais voilà, on a l'accès à Internet grâce à la fibre optique. La fibre optique, c'est du germanium à l'intérieur d'une fibre de verre. Il y en a quelques milligrammes par kilomètre. Donc, est-ce qu'un jour, quelqu'un va aller rechercher du germanium dans ces fibres optiques? On l'a tellement disséminé, on le prend dans un gisement naturel où il y en a plusieurs centaines de grammes par tonne, et puis on le disperse à des très fines teneurs dans l'environnement. Donc on se dit, celui-là, on n'ira jamais le rechercher. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc un élément qu'on prend sous forme concentrée dans la nature, on va le diluer, le disperser très très fort. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a aussi une dispersion géographique. Beaucoup de nos produits finissent perdus dans la brousse africaine. C'est très bien que mon téléphone, mon ordinateur, ma voiture puisse avoir une deuxième vie. Mais voilà, ça finit dans la brousse et ça ne va jamais être rapatrié ici dans une usine de recyclage. Donc il y a beaucoup de questions. Là, on doit se demander si la façon dont nous envisageons ce cycle de vie va dans le même sens que la nature. Et il y a pas mal de cas où on voit que non. Nous contribuons à une dispersion, donc à de l'entropie. Et l'entropie, ce sera la fin du monde. Voilà. Je t'ai déjà entendu parler également sur les ampoules, où tu expliquais que les ampoules LED étaient évidemment pour le consommateur, pour nous achetons des ampoules LED, elles consomment moins, ma facture en électricité diminue parce que j'ai des ampoules LED, mais ça a quand même des répercussions assez importantes en ce qui concerne des questions environnementales, puisque le recyclage de ces ampoules LED risque d'être peut-être jamais possible, vu la complexité. Si je t'avais entendu dire, il y a presque la moitié du tableau de Mendeleïev qui se trouve dans une ampoule LED, alors si on compare à une ampoule à incandescence. Donc, on ne réfléchit pas toujours de pair l'utilisation et le recyclage. Oui. C'est un exemple que j'utilise depuis une dizaine d'années, je n'ai toujours pas trouvé mieux. Ceci étant dit, pendant ce temps-là, la technologie LED évolue un peu. On a des LED à filament là, dans lesquels il y a déjà moins d'électronique, donc peut-être que mon discours tient déjà un peu moins la route. Mais c'était vraiment pour mettre l'accent sur des choix technologiques que nous faisons, qui sont basés sur, par exemple, la consommation d'énergie. Donc, moins de consommation d'énergie, moins d'émissions de CO2, on fait ce genre de lien-là, et on dit, OK, cette technologie de LED, on va la mettre partout, on va éclairer toutes nos autoroutes dorénavant avec des diodes, tout ça va contribuer à réduire les émissions de CO2. C'est vrai, mais ça c'est parce qu'on regarde le cycle du carbone, et si on regarde un peu plus large et qu'on regarde le cycle du silicium ou le cycle de l'indium et du gallium qui sont présents dans cette lampe, là on se dit, non, ce que j'ai fait là n'a pas beaucoup de sens, parce que je prends de nouveau des métaux dans la nature, et puis je les disperse sous une forme qui est non récupérable, parce que c'est très clair, hein, les ampoules, on peut les collecter, mais de là à aller rechercher autre chose que du cuivre dedans, c'est illusoire. Donc, tous ces éléments qui font la diode, donc ici c'est les nitrures d'indium, gallium, on n'ira jamais rechercher dans ces ampoules, ni dans nos téléphones d'ailleurs. Donc diluer n'est pas bon. Ils sont trop dilués, ils sont essentiels, donc l'écran tactile c'est grâce à des oxydes d'indium et d'étain, mais il y en a tellement peu dans le téléphone que c'est irrécupérable. Et alors, je voudrais terminer un petit peu avec ton rôle de communication vers le public par rapport à toutes ces questions. Donc, tu est l'administrateur délégué du musée liégeois à la Maison de la Métallurgie et de l'Industrie. Alors j'ai été regarder un petit peu le site de ce musée. Alors j'ai souri parce qu'il y a 60 ans, ça s'appelait le musée du fer et du charbon. Oui, donc on a quand même vu évoluer le nom qu'il y a derrière. Alors comment est-ce que tu vois intégrer dans ce musée toutes ces questions maintenant par rapport aux analyses de cycle de vie, à la prise de conscience des métaux, et pas juste du fer et du charbon, mais tous les éléments auxquels nous utilisons et que nous exploitons aujourd'hui. Alors, ce musée, c'est un lieu de diffusion scientifique, technique et industrielle, la culture scientifique, technique et industrielle, donc pour moi c'est important. C'est vrai qu'il a été créé comme musée du fer et du charbon dans les années 60 par des gens visionnaires qui se rendaient compte qu'il fallait sauvegarder comme cette aventure industrielle qui a marqué en particulier la région de Liège pour ce qui est du charbon et de la sidérurgie.
Le charbon, il est à Blénimine aujourd'hui, donc il est quand même dans un lieu qui est au patrimoine mondial de l'humanité. Donc il nous reste de le faire dans ce musée-là. Et le zinc, que tout le monde oublie, mais Liège est le berceau de l'industrie du zinc. On a régné sur le zinc pendant 150 ans. Donc on a des grandes choses à raconter du point de vue historique, mais surtout ce que je veux faire, et c'est en réponse à ta question, c'est maintenant ouvrir dans ce musée toute une salle qui va faire le lien avec les questions d'actualité, donc les questions d'économie circulaire, les questions que l'on vient d'évoquer sur la présence des métaux dans toutes nos technologies du quotidien. J'espère ouvrir une grande exposition, enfin une première version d'une exposition en tout cas, au printemps prochain, qui mettra en scène tout ce que je viens d'essayer de dire, puisque voilà, approchant petit à petit de la retraite, je me disais ce que je peux faire de mieux, c'est d'essayer de participer encore plus à toutes les activités qui permettent de raconter ces histoires qui sont fascinantes et quand même de sensibiliser aussi à des comportements différents et plus de respect vis-à-vis de ces technologies qui sont fascinantes. Voilà. Merci beaucoup, Éric. Donc moi, je retiens un petit peu de ce que tu nous as dit aujourd'hui. Sobriété est un terme certainement pour qu'on puisse... Innovation, parce que tu as quand même parlé du fait qu'il fallait encore exploiter des ressources, donc il fallait le faire avec une innovation, je suppose, comme tu as dit, c'est pas nécessairement vert, mais au moins innovant en utilisant une façon qui est moins, au point de vue environnement, au point de vue socio-économique, qui est moins problématique. Sécurité aussi, parce que quand on parle de matériaux critiques, il vaut mieux aussi qu'on s'entende avec les gens autour de nous, ça permet d'avoir qu'on ne se trouve pas dans des situations comme malheureusement on se trouve maintenant. Et alors, pour moi qui est une chimiste organicienne, d'entendre parler autre chose que du cycle du carbone dont on entend tellement parler, je trouve que c'était une belle façon de dire maintenant, il y a aussi le cycle des métaux et qu'on pourrait parler même du cuivre que tout le monde connaît, il ne faut pas aller vers le niobium ou des métaux dont on entend moins parler. Donc je trouve que c'est un message à dire qu'il y a le cycle des métaux qu'il faut aussi prendre en compte dans nos travaux. On l'a évoqué, mais il faut réinsister, donc se dire que le recyclage, bien sûr, on va devoir le faire, mais c'est la toute dernière solution, c'est le dernier recours. On innove énormément, notamment en Wallonie, sur le recyclage. Ça fait 10, 20, 30%, ça pourrait parfois faire un peu plus de la part de notre consommation, mais le recyclage, autant il est indispensable, autant il ne va pas résoudre toutes les questions qui sont celles auxquelles on est confronté. Est-ce qu'il y a une phrase que tu aimes bien transmettre aux auditeurs et auditrices ? Écoute, je pense à la phrase qui sera sans doute à l'entrée de l'exposition que je prévois de faire, qui est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout le monde pense que c'est Lavoisier qui a écrit cette phrase. Il l'a évidemment largement travaillé, il lui a donné du sens, mais en fait ce sont les Grecs, 500 ans avant Jésus-Christ, déjà Anaxagore qui parlait de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc cette compréhension de la matière autour de nous, il l'avait déjà. Donc j'espère que nous la gardons tous à l'esprit et j'invite tous les ingénieurs à se dire que ils fabriquent des choses, mais ils doivent aussi demain être capables de les défabriquer et de recomposer d'autres choses. Voilà. Merci beaucoup. Merci.